Michel Carly. Bonjour à toutes et à tous. Judicieux choix que le journalisme, parce que voilà un pan de la vie de Simenon qu'on n'a pas toujours l'occasion d'évoquer et qui pourtant est essentiel dans la création, si je puis dire, du romancier qui est en lui. J'ai pour tâche aujourd'hui d'ouvrir ces causeries du Palais et surtout de faire trois coups de projecteur sur ce thème. D'abord, vous raconter en quoi cette période où Simenon est jeune journaliste dans sa ville natale à Liège est essentielle pour le romancier qu'il va devenir. Deuxièmement, vous racontez le passage, le basculement entre l'écriture et la formation du jeune journaliste qui va tout doucement devenir germer, si vous voulez, dans sa formation de journaliste. C'est le romancier qui va germer. Et puis, troisième coup de projecteur, plus rapide, mais non moins essentiel, il a évidemment fréquenté pas mal de journalistes célèbres dans les années 20 et années 30 quand il est à Paris. Et je voudrais évoquer, à travers un extrait d'un de ses plus grands romans, à mes yeux bien entendu, qui s'appelle Les Anneaux de Bicêtre, le regard, l'apparition d'un certain Pierre Lazareff qui va germer dans un de ses personnages essentiels, Maugrat, qui est un directeur de presse, évidemment. Et ses rapports de ce directeur de presse avec les avocats et les hommes politiques, ce qui nous amènera, mon cher Pierre, sûrement à créer peut-être certains tremplins vers d'autres débats. Bien. La parole d'abord à Georges Simenon. Quand on me demande comment on devient romancier, je réponds, soyez journaliste dans un petit journal de province. Il parle en toute connaissance de cause quand il avoue cette appartenance et cette filiation. En effet, en 1900, juste au sortir de la guerre 14-18, donc on va parler du journalisme, évidemment, de cette date, jusque dans les années 30, mais on pourrait envisager de parler du travail de journaliste de Simenon jusqu'en 1958, puisque son dernier reportage, La femme en France, paraît à cette date. Donc on peut dire aussi que le grand romancier qu'il devient est toujours doublé, si vous voulez, de temps à autre, par cette attirance pour la plume journalistique. Alors donc, au sortir de la guerre, il rompt son cursus scolaire, il a quelques petits emplois subalternes, et un jour, 1919, début de l'année 1919, donc il n'a pas encore 16 ans, il pousse la porte d'un des principaux journaux de sa ville natale, à savoir Liège, et le journal s'appelant La Gazette de Liège. Et tout va partir finalement de là. Pourquoi ? Pourquoi le journalisme d'abord ? Oh, il y a des hypothèses, elles sont nombreuses. Il a été quand même marqué par sa lecture de Gaston Leroux, entre autres Le mystère de la chambre jaune. N'oublions pas que Gaston Leroux était journaliste, bien entendu, et que Rouletabille, le fameux personnage, va devenir une sorte d'idéal pour le jeune Simenon. En effet, Gaston Leroux, l'écrivain, était lui journaliste aussi à l'Écho de Paris, puis sera journaliste au Matin. Vous voyez qu'on tourne déjà dans les lectures d'écrivains et de journalistes en même temps. Alors, je ne crois pas que ce soit la seule raison, mais ça en est une, et ce modèle de Rouletabille va quand même l'obséder pendant quelques années. Toujours est-il que quand il entre à la Gazette de Liège, la première chance que Simenon a, c'est que son directeur, M. de Marteau, va lui confier pratiquement
tous les sujets, tous les jobs, et que Simenon va développer une activité absolument intense pendant ses premiers mois de journaliste. Pourquoi? Parce qu'il a la curiosité aussi totalement intense. Et que le journal, la Gazette de Liège, va lui confier aussi bien des reportages concernant les conférences, par exemple, les catastrophes minières, les coups de grisou, les chiens écrasés, les scandales politiques, les rencontres aussi avec des personnalités. Il va rencontrer le poète Paul Fort, par exemple, mais il va rencontrer aussi Georgette Leblanc, qui est la sœur du créateur d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc. Et il va tomber, pour la petite histoire, amoureux fou de Georgette Leblanc, jusqu'à vouloir partir avec elle à Paris et en faire sa maîtresse. Vous voyez que l'activité de Simenon, même jeune journaliste, déborde sur tous les timbres. Mais, par exemple, il y a dans ces reportages qu'il publie à la Gazette de Liège des articles qui déjà dénotent d'une certaine attirance pour le judiciaire et pour le criminel. C'est ainsi qu'il va, par exemple, assister à l'Université de Liège à des conférences d'un disciple de Locard, le fameux Locard qui va créer en 1910 le laboratoire scientifique de Lyon et le système d'identification des criminels. Et ça le fascine, le jeune Simenon. Et il en écrit 2 articles, et quand on lit ces articles, on sent qu'il est totalement motivé par ce thème. Il avouera aussi que, jeune journaliste, il lui arrivait d'avoir de temps à autre, pendant le temps de midi, des petits moments de break, si vous voulez, et voici ce qu'il faisait. Quand j'avais 16 ans, ou 17, et que j'avais 1 heure devant moi, j'entrais dans n'importe quelle sorte de tribunal où se jugeait quelque chose. Peu importait le délit. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment fonctionnait la justice, de voir le mécanisme de la justice. 16-17 ans, attirance. Ceci va expliquer cela. Et voilà pourquoi, j'en ai parlé hier à la bibliothèque, pourquoi Maigret aux Assises est déjà, si vous voulez, la réponse à cette attirance alors qu'il est tout jeune. Le métier de journaliste va lui apprendre aussi à se faufiler partout. Ah, j'ai une perte de micro. 1, 2, voilà, retour. Son métier de journaliste va le pousser à se faufiler partout, à mettre son pied dans les portes pour qu'elles ne se referment pas. Il va soulever toutes les indiscrétions, il va forcer toutes les portes. C'est déjà un peu Maigret, en un sens, puisque c'est ça qui va l'attirer dans le personnage qu'il créera plus tard, c'est-à-dire se faufiler partout. Métier de journaliste. Cet apprentissage de journaliste, il va le réaliser à Liège d'abord, près de 3 ans, de 1919, moment où il pousse la porte de la Gazette de Liège, jusqu'au moment où il va monter à Paris, c'est-à-dire en décembre 1922. Très vite, il va comprendre ce qu'est un journaliste. Et je voudrais vous lire ce qu'il va écrire dans une parodie de roman policier qu'il écrit en 1921. On est en 21, il est tout jeune. Hein. Il va définir d'une manière à la fois lucide, mature et parfois cocasse d'ailleurs, certains vont peut-être se reconnaître, le rôle d'un journaliste. Voici ce qu'il dit. Un journaliste, c'est un homme qui est capable de pratiquer une vie solitaire dans la foule, sans en subir la suggestion. C'est un homme qui connaît la science de trouver un éloge relativement honnête pour les cabotins riches de tous les arts. Un journaliste, c'est un homme qui reste éveillé
dans les meetings politiques. Un journaliste... Il se sent concerné, là. Un journaliste, c'est un homme qui s'assied à la table couverte de fleurs, aussi bien qu'à celle dont les pieds branlent. Bref, un journaliste, c'est un homme surtout qui écrit 1 ou 2 colonnes sur un sujet dont il ne connaît pas le premier mot. L'aventure des choses. Et alors, en écho, mais là, il aimait bien un peu aussi en lancer de temps à autre, il raconte dans Un homme comme un autre, se souvenant de ses débuts de journaliste, je n'étais qu'un gamin de 16 ans et demi qui allait écrire ses articles dans les boîtes de nuit. Voilà. Ça, c'est le clin d'œil de Simenon, bien entendu, et c'est pas toujours vrai. Parallèlement à ses écrits de jeune journaliste, il commence déjà à écrire des petits contes que des journaux comme la Gazette de Liège, comme le Rappel à Charleroi vont publier. Et même, il le dira, il écrit déjà des textes personnels qu'il ne publiera jamais. J'ai toujours des retours. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce que ce métier de journaliste apprend à Simenon? D'abord, le métier de journaliste lui apprend à être un battant. Il va dégager au cours de sa période de journalisme une énergie considérable, un enthousiasme sans borne, une curiosité sans défaillir. Il est déjà Simenon quand il est journaliste. Il apprend à taper à la machine, il téléphone 2 fois par jour au commissariat de sa ville de Liège et il ne rate surtout aucun point presse à 11h au commissariat central de l'hôtel de ville. Il respire, il hume déjà les premières atmosphères d'un poste de police et ça va le marquer évidemment. Donc être journaliste, c'est pour lui apprendre à être un battant. Être journaliste aussi va déposer en lui des germes qui vont éclore dans son œuvre future. Il va rencontrer des grosses pointures de la police de Liège, de la sûreté également, des responsables de la lutte antiterroriste aussi, déjà à l'époque, parce que Liège était secoué en début de ce siècle-là de nombreux attentats, on ne s'imagine pas, mais c'est comme ça, il en parle dans Pédigré d'ailleurs. Et il va déjà avoir en face de lui, j'en ai parlé hier à la bibliothèque, des modèles pour son futur Maigret dès 1919-1920. Être journaliste pour Simenon, c'est aussi l'écolage de l'écriture, l'écolage de la langue, l'écolage aussi de l'orthographe, parce qu'au début, il a des gros problèmes d'orthographe. Et très vite, il va devenir quelqu'un qui aime écrire, quelqu'un qui veut écrire. Et ces petits contes, ces petits textes qui sont parallèles à ces articles sont parfois des purs chefs-d'œuvre. Et déjà, c'est le romancier qui pointe tout doucement sous le journalisme. Le journalisme, bref, c'est l'écolage de lui-même. Alors, à la fin de cette période, donc on est en 1922, Simenon fait son service militaire en Belgique et finalement on parle de monter à Paris, c'est surtout sa future épouse qui met ça comme clause tacite au contrat de mariage, donc Régine qui est peintre, qui veut partir à Paris dès le moment où ils seront mariés. Et finalement à ce moment-là, Simenon ne pense pas nécessairement à partir à Paris, puisqu'on sait très bien qu'il vise un contrat avec un journal, Le Peuple, qui se trouve à Bruxelles, et il dit dans une lettre à sa fiancée « On serait très heureux de m'avoir au Peuple de Bruxelles au traitement de 1000 francs en débutant. » Donc, quand il part à Paris, c'est avec une idée de journaliste. Alors bon, à Paris, on va avoir une étape très importante, qui est le basculement, si vous voulez, et là, les lecteurs de Simenon que vous êtes vont commencer à comprendre
comment, par 3 petites étapes, le journaliste va, si vous voulez, basculer vers le littérateur. J'emploie le mot volontairement qui est plus général. Alors, premier constat quand il arrive à Paris, c'est que toutes les places sont prises dans les rédactions. Donc, il a un petit emploi, si vous voulez, de saute-ruisseau, de secrétaire dans une ligue de droite, et il ronge son frein, bien entendu. Lui, le battant, il voudrait aller beaucoup plus loin dans son succès, et il attend. Et je voudrais, non pas imaginer, gloser, raconter des choses qui n'ont jamais existé, je voudrais tout simplement faire appel aux documents de première main pour vous raconter cette mutation en 3 plans, très rapidement, de Simenon qui va, si vous voulez, un peu comme Napoléon perce sous Bonaparte, eh bien, vous avez Simenon, romancier, qui va germer dans la gousse du Simenon journaliste. Alors, les documents de première main, c'est très simple. Ce sont les lettres qu'il envoie à sa fiancée qui est restée à Liège. Et là, avec 3 extraits, vous allez voir la mutation très rapide de cet homme impatient à la fois d'écrire et de réussir. Premier constat, il s'impatiente et il y a une prise de conscience. On est le 22 décembre 1922 et il dit ceci. « On croit que j'arriverai très loin pour des tas de raisons, parce que j'ai une confiance sans borne, parce que je n'hésite pas à entreprendre des choses invraisemblables, parce que je trime sans arrêt, parce que j'ai beaucoup de talent, parce que mon art est infiniment personnel. » Attention, Simenon ne joue pas le faux modeste ni le matamor. Non, il ajoute, et c'est pour ça que les gens ne citent que la première partie, ça fait un peu glorieux. Non, il dit, c'est pas moi qui parle. Je ne me gobe pas à ce point. Ce sont les dactylos qui me répètent ce qui se dit de moi. Il a 19 ans quand il prend cette conscience-là et, je souligne, je trime sans arrêt, j'ai beaucoup de talent, je n'hésite pas à entreprendre des choses invraisemblables. Ça, c'est une prise de conscience qu'il a quand il est à Paris. Il vient d'arriver, il vient de débarquer. Deuxième constat, pratiquement à la fin de ce mois-là, nous sommes toujours en 22, le déclic se passe. L'idée m'est venue qu'à l'occasion du Nouvel An, de nombreux journaux publieraient une page spéciale, que cette page serait bourrée de petites histoires condensées, comme celle que le Matin publie chaque dimanche. Pour un premier coup, je pourrais caser, à pareille occasion, un bout de conte de 30 lignes. Une demi-heure après, je tenais mon sujet. Vous allez voir la rapidité de l'homme. Hein. Une demi-heure après, je tenais mon sujet. Ce midi, j'ai hâtivement écrit l'histoire. Je l'ai tapé à la machine. Par chance, il y avait tourné les journaux. Dans plusieurs d'entre eux, j'ai déjà mes entrées personnelles. J'en ai profité pour leur glisser mon petit papier, entre autres au journal et au Gaulois. Voilà. Le Nouvel An, les petits contes, on n'est déjà plus un journaliste, il y commence à écrire d'autres choses. Et puis la troisième prise de conscience, c'est quelques semaines après, puisqu'on est le 1er janvier 1923, que dis-je, c'est une semaine après, il se rend compte qu'on ne passe pas comme ça si facilement du journaliste à l'écrivain. Et il dit ceci, ça c'est essentiel, c'est à ce moment-là, à mes yeux, que Simenon devient romancier. Bien qu'il ait déjà publié un premier roman de jeunesse à Liège, ici, il se trouve face à l'écriture. Et il dit ceci, « J'ai essayé d'écrire un conte dans le genre de Mia, mais c'est difficile. Il faut que je m'habitue à écrire des choses que je n'ai pas senties, ou du moins à me servir de ce que j'ai senti pour un tout autre cas. J'ai essayé, mais je n'ai pas encore réussi.
Il faudra retravailler ma composition, ajouter des détails et mettre de l'émotion. Eh bien, voilà pourquoi, moi, je pense que c'est à ce moment-là que Simenon a envisagé, si vous voulez, les difficultés, ce qui lui manque pour passer du journaliste à l'écrivain, au romancier, puisqu'il dit s'habituer à écrire des choses que je n'ai pas senties, me servir de ce que j'ai senti pour un tout autre cas, et enfin mettre de l'émotion. Voilà, en 3 extraits de lettres, le basculement de Simenon. Le reste, vous le connaissez. Le reste, c'est les contes qu'il publie au Matin sous la direction de Colette, qui est directrice littéraire des Contes du Matin. Ce sont les petits contes et les 150 nouvelles qu'il va distribuer dans divers journaux sous pseudonyme. C'est d'abord la création de l'ébauche de Maigret vers 1929-1930, et en 1931, c'est le lancement des Maigret chez Fayard en février 1931. Vous voyez que le basculement est très rapide, puisqu'on était en 29 dans la prise de conscience, et Maigret apparaît en germe en 29-30. Ça va très rapidement. Bien. Je voudrais vous parler rapidement de ce qui se passe dans les années 30, où là, si vous voulez, le journaliste et le romancier vont encore, si vous voulez, jouer des va-et-vient. Simenon a adopté un système, il est célèbre maintenant, va adopter un système de reporter. Il va trouver un rédacteur en chef et il dit, voilà, je pars en Russie ou je pars en Afrique, est-ce que vous voulez les articles? Vous me financez, vous me payez mes articles, et comme disait Simenon, le rédacteur en chef va financer mes curiosités, dit-il. Et c'est ce qu'il va faire. Et il va, par exemple, donner un seul exemple, découvrir en 1933, après avoir découvert l'Afrique, il va découvrir l'URSS de Staline. Il en revient évidemment horrifié par la manipulation, par la mainmise de la propagande et du GPU, de la déshumanisation du système stalinien. Et là, il revient en France, et sur le champ, il a le choix. Le roman, le reportage. Le reportage, il a décidé de l'appeler « Hommes qui ont faim ». Hommes qui ont faim. Le roman, il a une idée, elle va germer, mais elle n'est pas encore sur le papier. Eh bien là, alors que pour l'Afrique, il avait commencé par le reportage, il va commencer par le roman. Et c'est là qu'il fait le choix presque définitif. Et ce roman, c'est un des romans les plus extraordinaires que Simenon ait écrit sur un régime dictatorial. C'est Les gens d'en face. Ça dit très bien ce que ça veut dire. Et justement, il a ressenti une émotion tellement forte, qui n'est pas politique, qui est humaine, lors de son voyage en Russie. Il a besoin de quelque chose de pérenne pour incruster son dégoût et sa peur, et son rejet, et sa colère aussi, hein, il le dit. Eh bien donc, il va utiliser le roman, et ça sera Les gens d'en face. Il a raison d'ailleurs d'utiliser le roman. D'abord parce que ça nous a donné un roman extraordinaire, mais les reportages, vous allez voir que là c'est le problème de la presse, déjà dans les années 30, les reportages vont tarder à sortir. Parce que c'est d'abord Jean Prouvost qui s'intéresse à ces reportages, et j'ai retrouvé une lettre de décembre, donc largement après l'écriture du roman, où Prouvost dit à Simenon, écoutez, Hommes qui ont faim, la partie sur le RSS, c'est terrible ce que vous écrivez là. Et il dit, écoutez, à Simenon, si vous voulez que je publie, il faut édulcorer. Simenon revoit plus ou moins sa copie, mais finalement, Prouvost va jeter l'éponge. Il va dire, non, je ne peux pas publier ça. Je vais avoir le Parti communiste français sur le dos.
c'est pas le moment, avec la perte de vitesse de ce qu'on appelait à l'époque la capitale assiégée, c'est-à-dire le Parti communiste, et il ne publiera pas les articles, et finalement, ça sera Le Jour qui le publiera en 1934. Donc voilà le désir d'incruster sa révolte contre un système barbare que Simenon rejette au nom de la liberté de l'homme. C'est toujours au niveau de l'humain qu'il juge, et l'obligation qu'il a, qu'il ressent, d'incruster ça dans un roman. Bien, je termine avec un coup de projecteur sur un roman qui, lui, est un des grands romans de la maturité de Simenon, qui est Les Anneaux de Bicêtre. Et ce roman, en fait, va nous permettre de jeter déjà des tremplins sur lesquels rebondiront probablement certains des autres personnes qui viendront à cette tribune, tout au moins quand il s'agit de voir quels sont les rapports de la presse, puisque c'est notre sujet, avec, par exemple, le monde politique et le monde des avocats. Au moment où il arrive à Paris, Simenon a déjà été en contact avec des grands pointures de directeurs de presse, entre autres Eugène Merle, qui va créer Paris Soir en 1923. Et Merle était un copain de Simenon, et il invitait dans les dimanches d'Avrainville des journalistes comme ça, dont Pierre Lazareff déjà, des collaborateurs, des écrivains, Georges Simenon était dedans, et des hommes politiques. Et Simenon s'en est souvenu tout le temps. Et dans une interview très peu connue, il raconte cela. Et ça va nous permettre déjà de voir un peu son regard vis-à-vis du rapport presse-politique. Je me retrouvais à table avec toujours 2 ou 3 ministres, chez Eugène Merle, bien entendu. Et comme ceux-ci parlaient librement, en présence de Merle, c'est grâce à Eugène Merle que j'ai appris à distinguer le côté pile du côté face. Tout ce qu'on nous racontait dans les journaux était faux. Je voyais à mes côtés les directeurs de journaux, les ministres, parfois des premiers ministres, qui parlaient très ouvertement, en échangeant des clins d'œil, de toutes les combinaisons qu'ils échafaudaient. Et ce qu'ils pouvaient rire des communiqués et des déclarations qu'ils allaient donner dans la presse du lendemain. Point d'exclamation. Ah là, j'ai fait mon apprentissage de la politique. De la politique et de la presse d'ailleurs. Parce que je vous ai dit que parmi ces gens-là, il y avait Pierre Lazareff, que ce Pierre Lazareff va devenir le grand homme de presse que vous connaissez. Et quand Simenon va sortir Les Anneaux de Bicêtre, la plupart des journalistes français vont reconnaître dans le personnage principal, qui s'appelle Maugrat, qui est un patron de presse, évidemment l'ombre de Pierre Lazareff. Et là, c'est intéressant parce que Simenon va nous donner, je terminerai par cela, et je vais céder la place à Simenon, à la parole surtout à lui, c'est mon grand bonheur. Il va, outre dans ce roman, présenter l'humanité d'un homme qui est victime d'un AVC, si vous voulez. Donc un roman exceptionnel à bien des égards. Il va nous parler de l'indépendance, avec ou sans guillemets, de la presse. Alors je voudrais vous lire cette petite scène où ce grand directeur de presse qui a été hospitalisé, comme l'a été Pierre Lazareff d'ailleurs après un festin au Grand Véfour, ce directeur de presse, qui est le double de Lazareff, mais qui est une synthèse de tous les directeurs de presse, reçoit sur son lit d'hôpital un ami avocat. Alors, cet ami avocat s'appelle Clabot, et il doit, le procès est pour le lendemain, ou le surlendemain, pardon. Et il veut gagner, bien entendu, ou tout au moins obtenir le minimum. Et Clabot
vient parce qu'il est l'avocat d'un certain Campan, Henri Campan, qui est un notable qui dévalise les villas, ça arrive, et qui, en plus, dans sa fuite éperdue devant les forces de police, a renversé une de chevaux où se trouvaient une famille et un bébé, ça a son importance, et la famille et le bébé ont été tués dans cet accident. Donc, il a une grosse affaire sur le dos, cet avocat, et il vient trouver le directeur de presse. Et voici ce qu'il lui dit. Tu sais, l'affaire passe mercredi à Orléans et tout dépendra, comme d'habitude, de l'opinion de quelques jurés. Selon le jour sous lequel on le présente, Campan peut aussi bien, donc l'accusé, peut aussi bien passer pour la plus cynique des canailles que pour une victime irresponsable de la fatalité. C'est ce que je voudrais plaider, bien entendu. Et plus j'étudie le cas, plus je crois que je suis dans le vrai. Mais, ajoute l'avocat, le plus dangereux dans une affaire pareille, c'est la réaction du public, l'atmosphère du procès. Autrement dit, un journal comme le tien a une grande influence. Je ne te demande pas de prendre parti. Non, je ne me le suis jamais permis. Mais ce que je désire, c'est une sorte de neutralité bienveillante. Qu'on ne parle pas trop, par exemple, de la veuve du gendarme qui va éclater en sanglots dans le prétoire. Qu'on ne publie pas sa photo entrant au palais de justice. Et puis, qu'on n'insiste pas trop sur le couple et surtout sur le bébé. Surtout que le bébé, à lui seul, pourrait nous valoir la condamnation à mort. Maugrat, donc le directeur du journal, ne s'indigne pas. S'il avait dû s'indigner, il l'aurait fait depuis longtemps. Tu admettras, ajoute l'avocat, que je n'ai jamais abusé. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, de son côté, l'avocat lui avait rendu des services parfois délicats. Et puis l'avocat, tout de suite, lui dit « Mais tu sais, le fameux Schneider, là, mais il te remet son bonjour, je l'ai vu hier à une réunion, etc. » Qui c'est Schneider? Schneider, c'est un gros industriel, raffinerie de pétrole, qui, comme par hasard, a un nombre incroyable de parts dans 90% des actions dans le journal de Maugrat. Et son bureau se trouve à côté du bureau, évidemment, du directeur du journal. Et Simenon ajoute que de temps en temps, le directeur des raffineries de pétrole, peut-être Elf, pourquoi pas, venait trouver le directeur du journal en disant « Dites-moi René, vous ne trouvez pas que le dernier compte-rendu de la Chambre était un peu tendancieux ? Certains de mes amis s'en sont montrés surpris. Ou encore, tu ne trouves pas que la place accordée en première page à des remous internationaux risque de faire baisser la bourse ? Ce n'est pas une mise à sac. Chez Simenon, il n'y a jamais de mise à sac. Il y a peut-être une mise à nu, sûrement. Pourquoi? Parce que chez Simenon, il y a l'éternel souci de dévoiler la fêlure, de déceler les faiblesses, les compromis, les arrangements avec sa propre image, mais jamais en les condamnant. Jamais. Ce n'est pas le but. Même à l'égard de la Russie de Staline, Simenon n'a jamais dénoncé. Il est passé par le facteur humain pour le faire. Et ici, c'est la même chose, puisque finalement, Simenon a énormément d'indulgence, aussi bien pour l'avocat que pour le maître, le chef de presse, et vis-à-vis aussi de l'homme qui est dans le pétrole. Simenon toujours sera indulgent, comme s'il venait taper
sur l'épaule de son personnage en lui murmurant, à l'oreille, « Tu sais, moi aussi, nous aussi, vous aussi, bref, nous tous. » Merci. Merci. Merci Michel Carli. Il y a un quadrupède qui s'est introduit dans la salle d'audience. Je pense envoyé par la NSA. Il doit être bourré d'électronique. Vous m'entendez? Ah oui, sûrement, oui, sûrement. Alors, merci Michel Carli pour Alors, on a compris que Georges Simenon ne portait pas un regard très indulgent sur ses anciens confrères. La description qu'il en fait est assez dure, correspond également à l'époque. Alors, bon, le journalisme de Rouletabille, de Gaston Leroux, c'est, je crois, un peu fini. Alors, écrire sans connaître le premier mot d'un sujet, ça devient extrêmement compliqué parce qu'avec l'Internet, les gens qui voyagent, bon, les gens sont en mesure de vérifier beaucoup de choses et dès qu'une ânerie est écrite dans un journal, vous recevez un courrier abondant. C'était plus facile du temps d'Albert Londres où on mettait 3 semaines pour arriver en bateau en Amérique du Sud. On écrivait des choses qui collaient plus ou moins à la réalité, mais enfin qui étaient talentueuses et vraisemblables. Et bon, il n'y avait pas grand monde qui pouvait vérifier. Aujourd'hui, c'est plus rigoureux. Bon, quant au secret, bon, vous savez, les secrets d'État, les secrets politiques qui durent entre 24 et 48 heures aujourd'hui, hein, et tout fuit de partout, au moins autant que le secret de l'instruction, comme dirait Gilbert Hill. Donc, évidemment, les conditions ont rigoureusement changé. Alors, bon, Simenon est devenu romancier. Tous les journalistes ne deviennent pas romanciers. Il vaut mieux qu'ils évitent de faire trop de romans dans leurs articles ou dans leurs papiers, enfin, si ce sont des journalistes d'audiovisuel. Donc, évidemment, bon, le rapport aux propriétaires aussi des journaux a beaucoup changé parce que, bon, je ne dis pas que les propriétaires n'ont pas un œil sur leurs intérêts par rapport aux journaux qui contrôlent financièrement, mais c'est très compliqué d'exercer une influence directe, immédiate sur le contenu du journal. Ils essaient même pas, généralement. Parce qu'il y a une chose d'abord qui existe depuis maintenant de nombreuses années et dont mon voisin pourrait vous parler puisqu'il a été président de la Société des rédacteurs du Point pendant de nombreuses années, c'est qu'il y a quand même des contre-pouvoirs et qu'une ingérence trop flagrante de l'actionnaire d'un journal dans son contenu s'est immédiatement étalée sur la place publique et donc ça fait autant de dégâts que d'avantages. Donc en dehors de quelques cas un peu particuliers que je m'abstiendrai de citer, enfin, pour ce qui est du Point que nous connaissons un peu, François Pinault n'a pas de bureau au Point, comme vous pouvez l'imaginer. François Pinault étant propriétaire du journal. Bien, merci Michel.